Aujourd'hui, on va parler d'un truc complètement fou. Des gens qui ont inventé des objets que tout le monde connaît et qui n'ont quasiment rien gagné. Et je vous préviens, les 3 histoires d'aujourd'hui vont vous surprendre. Tu connais ces objets, tu les as déjà vus partout, et pourtant, ces 3 inventions auraient dû rendre leur créateur millionnaire, mais spoiler, c'est pas du tout ce qui s'est passé. On commence tout de suite avec Catherine Hettinger, l'inventrice du fidget spinner. Catherine, aujourd'hui âgée de 71 ans, est une ancienne ingénieure chimiste américaine. Dans les années 1990, elle souffre d'une maladie, la myasthénie, qui l'empêche parfois de bouger normalement. Et en même temps, elle cherche un moyen de jouer avec sa fille qui est autiste. Un jour, elle bricole un petit objet avec du papier journal et du scotch, rien de fou, même pas un vrai prototype, mais sa fille se met à jouer avec d'une manière inattendue. Alors Catherine adapte l'objet. Elle dira plus tard, en quelque sorte, on l'a co-inventé. À l'origine, son idée c'est d'aider les enfants autistes ou atteints de TDAH à se concentrer. Et c'est comme ça que naît ce qu'on appellera plus tard le fidget spinner. En 1997, Catherine dépose un brevet. Elle pitch même son invention à Hasbro, que vous connaissez sûrement, le géant des jouets, qui va refuser l'offre. Elle fabrique donc quelques centaines de pièces et les vend à des foires aux jouets, mais ça ne décolle pas assez vraiment pour en vivre. Arrive ensuite 2005, elle n'a plus les moyens de payer les 400$ nécessaires pour garder son brevet, elle est obligée de l'abandonner, et à partir de là, son invention va tomber dans le domaine public. Vous voyez déjà là où on va arriver. Pendant ce temps, le monde continue de tourner, et en 2014-2015, un nouveau jouet très similaire apparaît, les spinners modernes type Torque Bar, c'est dur à dire, plus joli, plus solide, plus addictif. Puis vient 2017, l'explosion totale du hand spinner dans le monde. Le hand spinner devient le jouet le plus recherché sur Amazon. On en vend par dizaines de millions. Le marché pèse près de 500 millions de dollars. Le plus ironique, Hasbro, la même compagnie qui avait refusé l'offre à l'époque, en vend maintenant des tonnes. Les écoles doivent les interdire. Les médecins s'y intéressent, bref, c'est un phénomène mondial. Et même si Catherine avait pu garder son brevet, il serait de toute façon arrivé à expiration en 2014, donc 3 ans avant le boom du hand spinner. Résultat, Catherine n'a touché aucune royalty, son invention est devenue virale sans qu'elle ne gagne un centime. Mais malgré tout ça, elle dit ne pas être trop affectée, elle est surtout contente de voir que son idée aide des gens à se concentrer ou à se calmer. Elle a tenté de relancer son propre modèle via Kickstarter, mais la campagne n'a pas atteint son objectif. C'est une histoire de ouf, parce que Catherine n'avait juste pas les moyens de reprotéger son invention, et elle se l'est faite voler par d'autres qui l'ont repris et ensuite qui l'ont lancé sur un marché qui a explosé et qui est devenu ce qu'on connaît. On a tous eu quelqu'un dans notre entourage qui avait des hand spinners. Même moi j'en ai eu des hand spinners. C'est très peu probable que vous ayez personne dans votre entourage qui ait déjà eu ces petits objets qui ont extrêmement bien marché. Et si l'histoire de Catherine semble injuste, celle du prochain inventeur l'est encore plus. Cette fois, ça part d'un objet bien plus gros qu'un spinner, l'overboard. Pour cette deuxième histoire, on va parler de Shane Shen, l'inventeur de l'overboard. Shane naît en 1956 à Pékin, en pleine révolution culturelle. Autant dire que créer librement, ce n'est pas possible. Dans les années 1980, il quitte la Chine pour les États-Unis avec un but simple, inventer sans restriction. Il devient ingénieur dans les instruments scientifiques, puis en 2003, il fonde sa boîte Inventist dans l'état de Washington. Il y a des gadgets un peu fous, l'Aquaskipper, un genre d'hydrofoil humain. Mais quoi, mais on va rien comprendre si je dis ça. L'Aquaskipper, un genre de trampoline pour sauter sur l'eau. Une trottinette à 3 roues vendue par Razor USA. Bref, un vrai inventeur. En 2011, Shane réfléchit à un nouveau jouet. Il imagine une planche avec 2 roues, sans guidon, où tout se contrôle uniquement avec le poids du corps. En 2012, il sort le premier prototype de ce qu'il appelle le Hovertrax. Il dépose un brevet, le présente à la Toy Fair de New York, puis lance un Kickstarter en 2013. Le succès est correct, quelques milliers d'unités vendues, à 1495$ tout de même. Mais rien de viral pour l'instant. Fin 2014, tout bascule. Des vidéos de célébrités dessus, et parfois en train de tomber, deviennent virales. Le public les appelle overboards, en référence à Retour vers le futur, et la demande explose. Sauf que Shane n'est pas prêt. Sa production est trop limitée et les vrais Overtrax coûtent cher. On rappelle,
1495 $. Résultat, des usines chinoises copient le design à partir de simples vidéos, et là, c'est le déluge. En 2015, on estime que 600 à 11 000 usines chinoises produisent des imitations à bas coût. Le marché pèse plusieurs milliards de dollars. Des millions d'unités sont vendues dans le monde, mais aucun de ces fabricants n'a de licence. Quand Shane va en Chine fin 2015 et confronte des fabricants, on se moque de lui, on copie ce qui marche aux États-Unis. Il tente de se défendre, procès contre Chic Robotics, contre IoHawk, mais face à des centaines d'usines, c'est impossible. Une petite erreur dans son brevet complique même l'affaire. Il s'est tiré une balle dans le pied, il finit par licencier son brevet à Razor USA, qui prend le relais des poursuites. Ils ont au minimum attaqué 30 usines pour fabrication de faux. En 2023, il obtient enfin un accord légal avec un grand distributeur, Over-One. Aujourd'hui, aux États-Unis, seuls Razor Overtrax et Over-One sont officiellement autorisés. Mais pour le boom mondial, Shane n'a quasiment rien touché. Ironie totale, il a fui la Chine pour inventer librement et c'est la Chine qui a copié son invention. Aujourd'hui, à 69 ans, il n'est pas amer, il continue d'inventer. En 2023, il travaille même sur une voiture électrique à 2 roues, appelée Shane. Sa philosophie reste la même, je suis fier de mes inventions, mais les copies bon marché ruinent tout. Quand on voit le modèle de la voiture, on peut très bien se dire que sa créativité n'a pas été trop touchée par cet incident, mais malheureusement, il a quand même perdu une potentielle fortune à cause d'un brevet mal fait et d'un marché international qui n'a pas du tout respecté les licences et les brevets, puisqu'il était autorisé uniquement aux US. Il n'a pas déposé de brevet international, ce qui ne l'a pas protégé au niveau mondial. Et cette histoire-là n'est pas la dernière, parce qu'il existe une invention encore plus simple, et leurs créateurs n'ont quasiment rien touché, le post-it. Pour le post-it, on va parler de 2 personnes, Spencer Silver et Art Fry. Spencer Silver, né en 1941, était chimiste chez 3M. En 1968, il travaille sur une super colle ultra forte et obtient l'inverse. Une colle faible, repositionnable, qui colle juste assez pour tenir, mais pas trop. Il passe des années à en parler à ses collègues, persuadé qu'il tient quelque chose. Sauf que pour tout le monde, sa colle qui ne colle pas ne sert à rien. De l'autre côté, toujours chez 3M, il y a Art Fry, né en 1931, ingénieur produit et chanteur dans la chorale de son église. Il utilise des bouts de papier comme marque-page dans son livre de chant, mais il tombe sans arrêt. Un jour, en 1974, il repense aux présentations de Spencer Silver. Et ding! L'idée arrive. Et si on mettait cette colle faible sur de petits papiers? Le marque-page parfait qui ne glisse pas et n'abîme rien. Entre 1974 et 1977, Art Fry fabrique des prototypes dans son labo. Au début en cachette, puis avec l'approbation de son chef. En 1977, 3M teste le produit en interne sous le nom Press and Peel. Littéralement, presser et éplucher. Échec total. Mais en 1978, nouveau test dans 4 villes américaines, et là, ils découvrent quelque chose de surprenant. Les gens ne comprennent pas l'intérêt tant qu'ils n'ont pas essayé. Une fois qu'ils l'utilisent, ils deviennent accros. En 1980, le lancement international a lieu sous le nom qu'on connaît actuellement, Post-it. Et c'est un carton immédiat. Et l'argent dans tout ça. Spencer Silver et Art Fry sont salariés de 3M. Donc comme la plupart des grandes entreprises, l'invention appartient à l'employeur. 3M dépose les brevets, 3M vend les produits et 3M touche tous les revenus. Les inventeurs, eux, ne reçoivent pas de royalties. Même pas un pourcentage symbolique sur les milliards de post-it écoulés depuis 1980. À la place, ils ont reçu quelques bonus internes, de très bonnes promotions et une reconnaissance énorme chez 3M. Spencer Silver est même devenu Corporate Scientist, un titre réservé à l'élite de l'entreprise. Art Fry a aussi eu une très belle carrière, mais financièrement, aucun centime sur les ventes, juste leur salaire. On a une anecdote, au tout début du projet, un supérieur d'Art Fry lui dit « On fait déjà des blocs-notes, pourquoi ferait-on des blocs-notes qui se décollent ?» Comme quoi, les mauvaises idées, parfois, deviennent des produits à plusieurs milliards de dollars. Encore un produit que vous avez sûrement tous déjà croisé au minimum une fois dans votre vie. Un post-it, c'est quelque chose que tout le monde a chez soi ou au bureau de manière générale.
Et encore une histoire de deux inventeurs qui, malheureusement, n'ont pas touché les mérites, ou en tout cas pas le plein potentiel de leurs inventions, et qui donc ne leur a pas rapporté toute la fortune que ça a en final généré. Et voilà, ces 4 inventeurs ont changé le monde, mais pas leur compte en banque. Si vous voulez d'autres histoires du même genre, je vous laisse me le dire en commentaire, j'en ai trouvé plein d'autres. En attendant, je vous retrouve sur YouTube ou sur Twitch, et je vous dis à très bientôt. Bye bye, bisous.